Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Voilà, il y a encore des personnes qui nous rejoignent. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire en présence d'un invité d'honneur en la personne de Nicolas Bavrez, économiste et historien. Je suis Edwige Warnery, responsable de formation continue pour Paris-Dauphine. Nous sommes ensemble pour à peu près 1h, 1h15. En quelques mots, je vais me permettre de remettre ce webinaire dans le contexte de nos activités universitaires et de la formation à destination des managers, dirigeants et leaders. Voilà, donc en quelques mots, l'Université Paris-Dauphine PSL, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, a été créée il y a une 50aine d'années comme la première université centrée sur les organisations. Son positionnement reconnu s'est construit autour de valeurs fortes. Nous avons une grande proximité de ses professeurs avec les entreprises, ce qui nous garantit un ancrage terrain, une recherche parmi les meilleures de France, une pédagogie à taille humaine favorisant l'échange de pratiques et d'expériences. Et au sein du département dédié à la formation continue, nous formons les dirigeants, les managers en devenir ou en reprise d'études, en proposant une centaine de programmes diplômants ou certifiants. Voilà, nous avons lancé récemment donc le certificat Stratégie Leader et Leadership, qui est un programme complètement novateur en partenariat avec l'école de guerre et qui se veut être un lieu unique de rencontre entre le monde civil et le monde militaire. J'ai donc avec moi ce soir nos 3 responsables pédagogiques de ce programme, à savoir Farid Ben Malek, chargé de cours pour l'Université Paris-Dauphine, expert également APM, champion de France de jeu de Go. Diapo, Edwige, diapo. Oui, excusez-moi. Ah ben voilà. Ah. Eh bien voilà, ça ne se passe jamais comme prévu. Attendez, je repasse. Que se passe-t-il? Bon. Excusez-moi. Ça ne veut pas passer. Voilà, excusez-moi. Merci de l'alerte. Je continue. Donc, Gabriel Morin, maître de conférence en développement du leader et du leadership, rattaché à Paris Assas, mais également enseignant à Paris-Dauphine. Et puis, Emmanuel de Romaimont, général de corps aérien, également consultant enseignant, fondateur de Renfort, qui nous fait le plaisir donc d'interviewer ce soir notre invité. Je vais couper tout ça parce que là, ce n'est plus possible. Voilà, donc au cours de ce programme certifiant. Edwige, on ne voit pas votre diaporama. Hein. Oui, je l'ai coupé. Au cours de ce certificat certifiant, ce programme certifiant, nous proposons de travailler intensément sur 3 temps clés, que sont celui de la pensée stratégique, le temps de la décision stratégique, puis le temps de l'action. Et nous appréhendons particulièrement les situations complexes stratégiques et les situations de management et de communication de crise. Et c'est donc tout naturellement que nous avons souhaité faire intervenir et entendre Nicolas Bavrez en tant qu'expert des questions de stratégie. Nicolas Bavrez, économiste historien, il est éditorialiste pour l'hebdomadaire Le Point et le quotidien Le Figaro. Il intervient régulièrement au Club de l'économie sur TF1 ainsi que sur France Culture. Il est membre du comité de direction de la revue Commentaire et du comité de directeur de l'Institut Montaigne. Il a publié en 1986 une biographie sur Raymond Aron qui fait aujourd'hui référence, et il a reçu en 2020 le prix de l'essai de l'Académie française pour Le Monde selon Tocqueville. Voilà. Alors, il a publié Reconstruction en 2021, dans lequel il s'intéresse à l'impact sur le long terme de l'épidémie de Covid sur les nations et les sociétés, et c'est un point sur lequel nous reviendrons très certainement dans la soirée. Voilà, donc au nom de la communauté dauphinoise, excusez-moi, je vous remercie grandement Nicolas Bavrez d'avoir accepté ce temps d'échange. Je vais maintenant laisser la parole à Emmanuel de Romaimont pour introduire la thématique de ce soir, sachant que vous, chers participants, vous pouvez réagir en déposant vos questions dans le fil de discussion qui se trouve en haut de votre écran, le petit chat, et nous ne manquerons pas de relayer certaines questions à l'issue de l'intervention de Nicolas Bavrez. Voilà. Messieurs, je vous laisse la parole et pardonnez-moi pour ces petits ajustements techniques.
Oui, merci Edwige. On ne verra pas la photo de Farid et Gabriel, mais ils parleront après. Donc, très heureux d'animer avec vous, avec Farid Benmalek et Gabriel Morin, avec qui j'ai le plaisir de monter ce certificat tout à fait innovant, et puis le faire aussi avec la magnifique équipe de Dauphine qui est derrière dans les coulisses, comme on disait, qu'on n'entendra pas forcément ce soir, mais qui nous soutient dans l'émergence de ce projet. Merci à toi, cher Nicolas, d'avoir accepté de ce séminaire, de le faire 14 ans après les travaux qu'on a eu le plaisir de conduire ensemble dans le cadre de la rédaction du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale en 2008, et d'avoir accepté de faire écho au questionnement qui est en filigrane dans l'établissement de ce certificat qui rassemble trois notions qui nous semblent essentielles: stratégie, leader et leadership. Alors, ce questionnement, il porte sur l'aptitude des Occidentaux à concevoir et surtout, j'insiste là-dessus, à mettre en œuvre dans la durée des stratégies pertinentes. Questionnement que l'on retrouve d'ailleurs à tous les niveaux, celui des relations internationales, celui de l'entreprise et de tout type d'organisation humaine, et a fortiori dans le contexte de changement que nous vivons actuellement. Donc, pour reformuler un peu en se référant à la définition qu'a donnée le général Beauve de la stratégie ne doit pas être une doctrine unique, mais une méthode de pensée permettant de classer et de hiérarchiser les événements, puis de choisir les procédés les plus efficaces. Peut-on parler, s'agissant de démocratie occidentale, une forme d'incapacité stratégique? Et corollaire de tout ça, que faut-il faire pour que nous allions de nouveau vers une forme d'encapacitement stratégique, terme importé de l'expression anglaise empowerment, comme tu l'évoques d'ailleurs dans une page, la page 85 de ton livre, où tu parles de capacité de leadership. Voilà le défi ambitieux qu'on s'est fixé avec ce certificat, et puis avec cette intervention d'une heure, une heure et quart. Et je te propose, donc pour l'audience, je propose que Nicolas, tu interviennes pendant 10 minutes. Donc, ensuite, Farid Benmalek et Gabriel Morin te poseront deux questions, une chacun. Et ensuite, on pourra enchaîner sur les questions orales. On vous demandera de lever électroniquement votre main, et avec Edwige, nous animerons ça. Et puis, bien sûr, vous pouvez poser des questions sur le chat, et nous espérons que vous serez passionnés, comme nous le sommes, par ce sujet assez relativement important. Nicolas, je te laisse la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, merci à l'Université Paris-Dauphine et à Renfort pour avoir organisé cette rencontre numérique. Donc, le thème qui nous... c'est la manière dont les démocraties occidentales font ou non face aux défis du XXIe siècle et la manière dont, pour l'instant, elles ont plutôt montré un déficit de stratégie. Quand on regarde l'histoire des démocraties, on est frappé par le fait qu'on les croit immortelles et à grand tort. Ce sont des régimes fragiles et mortels. La première d'entre elles, c'était Athènes. Elle est née en moins 461 avant Jésus-Christ et elle est morte en moins 404. Donc c'est une histoire qui est extrêmement brève et une histoire qui est placée sous le signe justement des problèmes, la rencontre des problèmes de politique et de stratégie. Donc, comme vous savez, Athènes est morte de sa défaite dans la guerre du Péloponnèse, mais en fait, le point de bascule, c'est la mort de Périclès en moins 429, qui avait imaginé la stratégie face à Sparte et qui est emporté par la peste. Et à partir de là, les démagogues vont mettre la main sur la démocratie athénienne et Athènes va mourir de la démagogie avant de mourir de la défaite militaire qui est la conséquence de la prise de pouvoir des démagogues. Alors pourquoi est-ce que les démocraties sont des régimes particulièrement fragiles? Parce que ce sont des régimes complexes. On a à la fois le suffrage universel que tout le monde voit, mais il y a aussi un système d'état de droit avec des libertés contradictoires qu'on essaie de concilier. Et puis il y a un problème de modération. Et un principe de modération des mœurs. Et c'est pour ça que les démocraties sont structurellement des régimes qui sont plutôt pacifiques et qui subissent avant d'agir. Il est très rare qu'une démocratie parvienne à préempter les risques. C'est ce qu'on a vu au XXe siècle face aux grandes guerres ou aux grandes crises. Les démocraties sont entrées dans les
dans ces chocs avec retard. Et généralement, ce qu'avait prévu Tocqueville, c'est qu'elles subissent plutôt le premier choc. Et si elles ne s'effondrent pas, en revanche, elles ont de bonnes chances de l'emporter sur le moyen terme. Or, il se trouve que quand on regarde le XXIe siècle, là encore, on a cru que ce serait un siècle pacifique, avec la fin de l'histoire et l'avènement de la démocratie de marché, et on s'est évidemment trompé du tout au tout. Non seulement l'histoire n'est pas finie, mais elle accélère, et cette histoire, elle est faite de crises, de krachs, de chocs, de guerres, de crises, de révolutions, mais aussi de pandémies. Là encore, c'est intéressant. La pandémie, le livre blanc de 2008 avait rappelé que c'était un des risques majeurs, mais c'est un des risques qu'on avait complètement oublié depuis la grippe espagnole de 1918. Et ce risque s'est rappelé à nous de manière extrêmement brutale. Et quand on regarde la réalité de ce 21e siècle, en fait, on s'aperçoit que l'enjeu, ça va bien rester la liberté politique. Au 19e siècle, on a eu l'affrontement de la démocratie contre les sociétés d'Ancien Régime. Le 20e siècle, la démocratie contre les totalitarismes. Le 21e, ce sera la démocratie contre le totalitarisme chinois, les démocratures russes, turques et le djihad à l'extérieur. Et puis, à l'intérieur, la démocratie libérale, le populisme et les identités avec l'extrême droite d'un côté et la guerre culturelle dite woke de l'autre. Donc, ce qui frappe tout d'abord, quand on regarde, c'est le premier point, le constat, c'est que les démocraties ont clairement perdu le contrôle de l'histoire du monde au moment où on pensait qu'elles en avaient précisément acquis le monopole. Quand on regarde les deux grandes interprétations qui ont été fournies, donc Fukuyama, fin de l'histoire, avènement de la démocratie de marché, ou Huntington, le choc des civilisations. Huntington s'est évidemment trompé sur la définition des civilisations, mais il a eu raison sur le fait que ce serait un choc de nouveau, ça serait de nouveau un siècle de guerre, de confrontation, et que les identités joueraient un rôle extrêmement important, de même que les religions. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est quand même la séquence est assez rude pour les démocraties, puisque on a une suite d'échecs qui sont des échecs stratégiques. Donc, à partir de 2001, le cycle des guerres perdues contre le terrorisme, Afghanistan, Irak, Syrie, Libye. Tout ceci s'achève pour les États-Unis à Kaboul en septembre dernier. Et pour la France, il est clair que le Sahel est parti pour être un Afghanistan français, puisqu'on a tous les ingrédients, c'est-à-dire, premièrement, un gouvernement local qui a son agenda propre de discussion avec certains djihadistes et puis de contournement de la France avec la Russie et la Légion Wagner. On a des populations locales qui sont de plus en plus hostiles. On a un environnement régional qui se dégrade. L'Algérie n'a jamais été coopérative. Et puis le Tchad, qui était notre seul véritable allié opérationnel, est dans une situation chaotique. Et donc, vous voyez qu'on a à la fois le flou stratégique. Au départ, on a quand même cherché à faire du nation building tout en faisant de la lutte contre le terrorisme. On ne sait pas exactement quels intérêts on défend. Et on a une situation locale. Nous sommes de plus en plus en apesanteur avec la situation locale et notre agenda est de plus en plus dicté par la politique intérieure française et de moins en moins par les réalités du champ de bataille. 2008, deuxième défaite cinglante, donc on a laissé s'installer l'économie de bulle, le pire krach du capitalisme depuis 1929. Et en même temps, l'autre grande évolution, c'est que en laissant la Chine s'installer dans l'OMC sans aucune contrepartie à partir de 2001, on a fait basculer le capitalisme vers l'Asie et on a laissé surtout un acteur dominant s'installer qui ne respecte aucune des règles que s'imposent les autres acteurs du système, d'où un énorme déséquilibre en termes de flux commerciaux et de balance des paiements. À noter qu'en plus de cette crise mondiale, en Europe, on a eu une crise spécifique qui a été la crise de l'euro,
qui a été rajouté par les erreurs de la BCE et spécifiquement de Jean-Claude Trichet, avec la double décision de monter les taux en 2008 et en 2011, alors même qu'en 2011, on avait au moins 3 États de la zone qui étaient en quasi-défaut. Donc c'est une erreur, c'est la plus grosse erreur de politique monétaire depuis la hausse des taux de la Fed au lendemain du krach d'octobre 1929. 2011, les migrants sur l'Europe, c'était pourtant prévisible puisque la situation en Syrie se dégradait de manière constante depuis 2011, mais on a cette vague de migrants avec une gestion erratique, non coordonnée, et il est clair que c'est une des explications, pas la seule, mais c'est une des explications de la vague populiste sur l'Europe. Enfin, 2020-2021, l'épidémie de Covid. S'il y a un point sur lequel on pense que les démocraties occidentales sont très largement en avance, c'est la santé. Et on a cette réalité qu'aux États-Unis, 18% du PIB dans la santé, mais plus de 600 000 morts parce que pas de politique de santé publique. Et puis l'Europe qui dépense beaucoup pour la santé aussi, on s'est aperçu que le système de santé n'était pas capable de réagir à la pandémie, que le système étatique n'était pas capable, lui, de gérer la crise sanitaire. Et ça s'est payé très cher en termes de victimes et aussi évidemment en termes économiques. Donc vous voyez que quand on regarde cette série d'événements, qu'est-ce qu'on trouve à chaque fois? On trouve des surprises stratégiques, mais des surprises qui ont été d'autant plus fortes qu'il y avait finalement très peu de capacité d'anticipation. Ensuite, un effet de sidération et de peur, et ensuite une réaction assez largement improvisée et pas suffisamment préparée. Du coup, des objectifs stratégiques lâches et enfin une exécution déficiente. Exécution déficiente quand on prend les guerres, la réaction au krach de 2008, on sait qu'on n'en a pas fait assez, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en fait plutôt trop maintenant contre la pandémie. Même chose pour les migrants, où on a les murs d'un côté et puis l'ouverture des frontières de l'autre. Et puis enfin, la Covid, où on a ce paradoxe. S'il y a un fléau qui devrait amener, parce que c'est un fléau universel, une réponse coordonnée, c'est évidemment une épidémie. Et en lieu de ça, on a fermeture des frontières, repli, ressentiment, concurrence des États occidentaux pour récupérer des masques, des tests et ensuite des vaccins. Donc on a bien toujours ces constantes. Donc ça, c'est le premier point. Et donc vous voyez que cette incapacité stratégique est tout à fait démontrée par les chocs qui se sont succédés depuis le début du siècle. Alors ceci renvoie à une crise structurelle des démocraties. Ce déficit stratégique, c'est à la fois une des causes et puis une des conséquences de la crise des démocraties. Le classement de The Economist est intéressant sur les régimes. Donc aujourd'hui, sur 67 États, il resterait 23 vraies démocraties qui couvrent 8,4% de la population mondiale, contre 57 régimes autoritaires et 35 hybrides. Donc on a un recul de la démocratie sous la pression des régimes autoritaires, le totalitarisme chinois, les démocratures ou les théocraties. Mais on a une dégradation des démocraties et du fonctionnement des démocraties. Le symbole, c'est évidemment la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier dernier, avec donc des institutions qui sont de plus en plus, en tout cas ressenties comme impuissantes, un état de droit qui se désagrège quand on regarde entre les états d'urgence antiterroristes et les états d'urgence sanitaires. On vit maintenant dans des états d'urgence permanents et par ailleurs, il n'y a plus de modération, il y a une polarisation. Le cas type, c'est aux États-Unis où le système est bloqué parce que de toute manière, la polarisation de l'opinion et du système politique est telle qu'on ne peut plus passer de compromis. Et dans une démocratie, quand on ne peut plus passer de compromis, les pouvoirs sont séparés, mais il faut qu'ils travaillent ensemble. Pas de compromis égale pas de travail ensemble, et donc blocage de la décision politique, ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis. Alors, quelles sont les raisons? Il y a évidemment la grande erreur, c'est
après la chute de l'Union soviétique, d'avoir cru qu'on pouvait mettre le monde en pilotage automatique et qu'on allait se partager les dividendes de la paix. Donc, on ne s'est pas donné la peine de reconstruire, comme en 1945, un capitalisme à peu près stable, des démocraties bien arrimées à la stabilité des classes moyennes, et puis un ordre mondial qui pouvait tenir face à des puissances qu'on savait non intégrées, comme la Chine déjà à l'époque, parce qu'il n'y a qu'en Occident qu'on a cru que la Chine n'était plus totalitaire. La deuxième chose, c'est le règne des émotions contre les passions, l'identité à l'assaut de la liberté. Donc ça veut dire qu'on est prisonnier de logiques de très très court terme, de logiques de communication, de réaction. Donc on est toujours dans la réaction à court terme, jamais dans l'anticipation ou la planification à long terme. Ensuite, bien sûr, la déstabilisation des classes moyennes par la mondialisation, par le numérique, mais aussi par la montée de la violence. Et donc, au total, on a cette logique du repli, du ressentiment, et non pas de la coopération, ce qui nous donne, il faut bien le reconnaître, un petit côté années 30, avec des crises, des déflations, la montée des tensions internationales, la déstabilisation des classes moyennes et la défiance des citoyens. Ça rappelle tout à fait la conférence de Londres en 1933, qui a été le dernier échec, dernière tentative d'avoir une réponse coordonnée à la crise mondiale. Et ensuite, c'est l'enchaînement des dévaluations compétitives, du protectionnisme et l'éclatement des échanges et des paiements. Aujourd'hui, quand on regarde les démocraties, il faut reconnaître que ce soit face au Covid, que ce soit en matière de politique économique, où chacun fait à sa manière, que ce soit en matière de crise de l'OTAN, ou dernièrement le coup de Trafalgar de l'AUKUS en Australie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de stratégie. Et c'est quand même frappant de voir que là encore, à partir de 1947 avec Kennan, les États-Unis s'étaient donné la peine d'avoir une vraie stratégie contre l'Union soviétique, et ça a été gagnant, avec le fait de garder la supériorité militaire, technologique et économique. Par ailleurs, en revanche, évidemment, le refus de la guerre par la dissuasion, et progressivement le dialogue avec la société civile, et puis à travers le plan Marshall, évidemment, la reconstruction de l'Europe et du Japon pour tenir face à la poussée soviétique. Ça s'est révélé gagnant. Aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience du danger chinois, mais on n'a pas du tout de stratégie encore cohérente, comme on l'a vu avec ce qui s'est passé en Australie, parce que les États-Unis ont bien pris conscience qu'ils ne pouvaient pas seuls affronter la Chine, mais il est vrai qu'ils ont besoin de leurs alliés asiatiques, mais ils ont aussi besoin de leurs alliés européens s'ils souhaitent conduire une stratégie de long terme. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, c'est le troisième point, pour essayer de combler ce déficit stratégique? C'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faudrait regarder du côté de 1945 plutôt que du côté de 1918. En 1918, tout le monde croit que la démocratie a gagné, définitivement, qu'il n'y aura plus de guerre, et puis une décennie plus tard, on a des régimes autoritaires partout. On a 3 totalitarismes en Union soviétique, dans l'Allemagne nazie et puis dans l'Italie mussolinienne. Et puis, 20 ans après, on a une nouvelle guerre mondiale. Donc, on voit bien ce sur quoi débouche le déficit stratégique et la désunion avec les États-Unis qui n'ont pas ratifié le traité de Versailles. En 1945, je voulais rappeler, c'est différent. C'est-à-dire que là, c'est vrai que c'est clairement un pilotage stratégique des États-Unis. Il y a une réassurance économique, stratégique, politique des démocraties par les États-Unis, mais on a une politique cohérente et qui a donné d'excellents résultats. Alors aujourd'hui, quels sont les défis, quelles sont les leçons qu'on peut tirer du Covid et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc les défis, c'est le vieillissement plus, j'allais dire, l'éclatement des territoires, ce que Fourquet a appelé en France l'archipélisation, c'est-à-dire les mégalopoles d'un côté et le reste des territoires
mais avec une nouvelle donne qui s'impose post-Covid. Sur le capitalisme, le problème, c'est d'arrêter l'économie de bulle et de dette, et par ailleurs de traiter les problèmes d'innovation, les problèmes de transition écologique et les problèmes de lutte contre les inégalités. Pour l'État, il y a une vraie question qui est que les États ont perdu le monopole de la violence légitime dans nos pays. Et ça, c'est une difficulté considérable. Et puis enfin, il faut s'unir pour arriver à faire face aux menaces extérieures. Donc la Chine, mais aussi pour les Européens, la Russie et la Turquie, et puis bien sûr le djihadisme. Donc on voit que les agendas sont différents. Les États-Unis ont explicitement expliqué maintenant qu'après Kaboul, la lutte contre le terrorisme ou la Russie étaient des objectifs et des menaces de second rang. Pour l'Europe, c'est très différent, donc il va falloir réfléchir à la manière dont on fait. Alors, les leçons de la Covid sont intéressantes. Pourquoi? Parce que, en fait, d'abord, il y a eu plusieurs phases. Et donc, première phase, c'est les démocraties asiatiques ou l'Europe du Nord qui ont été les plus performantes. Deuxième phase, ce sont les États-Unis qui ont repris la main avec l'innovation et avec la vaccination. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on compacte un peu, pour aller vite, ces deux expériences? C'est quoi les critères? Il faut avoir un État stratège réactif qui peut anticiper, y compris d'ailleurs en étant un État entrepreneur qui finance la recherche à long terme. Il ne faut pas oublier que sur l'ARN messager, ça faisait en fait 12 ans que la DARPA ou d'autres finançaient des recherches. Enfin, en réalité, quand on dit qu'on a eu un vaccin en 1 an, on a eu un vaccin en 1 an parce qu'on avait 15 ans de recherche derrière. Il faut de l'industrie, de l'innovation, il faut de la numérisation, mais aussi une population qui soit apte à utiliser les outils numériques. Et puis, il faut de la cohésion sociale et la confiance de la population. Donc, on voit très bien que la stratégie, c'est bien l'anticipation, ensuite le fait de fixer des objectifs et une réponse, et ensuite de pouvoir déployer cette réponse, et surtout d'avoir une très forte attention à l'exécution. Sur les vaccins en Europe, ça a été très intéressant. Au départ, c'est la logique bureaucratique classique de la Commission, c'est-à-dire qu'on passe des contrats, on gère les risques, on essaie de ne pas payer trop cher, de limiter la responsabilité, on y passe des mois alors qu'il y a une urgence, et ensuite les vaccins n'arrivent pas puisqu'ils vont d'abord aux États-Unis et au Royaume-Uni qui, eux, ont passé des contrats pour avoir des vaccins et non pas pour limiter les prix ou les risques. Et puis, de fait, on a l'intervention de Thierry Breton, et là, lui, il va se coltiner les problèmes d'exécution. Il va faire le tour des labos, il va même dans les usines des labos où les patrons des labos n'ont jamais foutu les pieds, et puis il fait une cartographie précise de qui peut faire quoi, et on finit par récupérer des vaccins en Europe. Donc, voilà les leçons qu'on peut tirer de la Covid. Et donc, si on veut les appliquer, en fait, c'est la leçon des années 30, c'est que les adversaires des démocraties sont surtout forts des faiblesses des démocraties plutôt que de leur force propre. Et donc, il faut qu'ils soient meilleurs pour faire du développement ou assurer la sécurité, voire même certains expliquent qu'ils sont meilleurs pour assurer les libertés fondamentales ou la transition écologique. Donc, la première chose, c'est d'avoir un État qui soit vraiment un État stratège. Donc, ça suppose qu'il puisse anticiper et gérer les risques. Donc, que les fonctions régaliennes soient réarmées, mais qu'il y ait aussi une fonction de pilotage. Concrètement, en France, c'est une vieille, ça a été souvent souligné, on manque d'un Conseil de sécurité nationale où on pourrait mélanger les expertises et coordonner les différentes administrations, puisqu'on est bien clair sur le fait que, quelle que soit la crise, il faut pouvoir faire intégrer du militaire, du diplomatique, de l'économique, du social. C'est pour ça aussi qu'on a eu la caricature de ce qu'il ne faut pas faire avec le Covid en France, avec l'utilisation d'un conseil de défense pour gérer une épidémie qui est une crise purement civile. C'est complètement aberrant.
Et par ailleurs, on crée un nouveau régime de circonstances exceptionnelles, alors qu'on en avait déjà 4 dans nos institutions. Et comme ça, on a un État qui est complètement dans sa bulle et qui travaille en dehors des collectivités locales, des entreprises et de la société. Et là, on est sûr qu'on ne peut pas gérer le choc, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ensuite, il faut évidemment avoir les outils que j'ai indiqués, c'est-à-dire des outils numériques, un outil industriel, une recherche, et puis une population qui soit suffisamment éduquée pour gérer un certain nombre des outils numériques. Mais il faut surtout avoir une société aussi qui soit relativement cohérente et soudée, parce que au total, c'est de là que vient la vraie résilience d'une démocratie. Elle vient des citoyens. Et donc, si on fait ça, ensuite, bien sûr, il faudra recréer une nouvelle alliance avec des démocraties, mais avec 3 piliers autonomes nord-américains, européens et asiatiques. Mais ça, c'est vrai qu'on voit bien qu'il faut les différents étages, c'est-à-dire qu'on peut construire toutes les alliances, si performantes soient-elles, y compris sur le plan militaire, sur des nations résilientes. Au bout du bout, ça ne peut que mal se terminer. Donc, je conclurai en vous disant que, vous voyez, il y a les 3 déficits indiquent aussi les 3 choses sur lesquelles il faut travailler. Le premier déficit, c'est le déficit de courage. Ça, c'est le discours de Solzhenitsyn à Harvard en 1978. Et donc, il faut retrouver, et c'est très important, la première chose dans une stratégie, c'est qu'il faut affronter la vérité. Donc, il faut avoir la vérité, même quand elle est déplaisante. La deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment du leadership. Il n'y a pas de stratégie qui ne soit pas incarnée. Donc, il faut des dirigeants pour la porter, mais pour la porter de manière ouverte. Et c'est le troisième déficit qu'il faut combler. Donc, c'est vraiment le déficit de stratégie, c'est-à-dire il faut comprendre l'environnement, il faut fixer des objectifs en fonction des effets qu'on veut avoir, et il faut ensuite piloter et exécuter. Donc, en matière de sécurité intérieure, prenons l'exemple, c'est très intéressant parce que le problème du ministère de l'Intérieur, et c'est pour ça qu'il est complètement dépassé, c'est qu'il a toujours voulu être un ministère de la réaction. Donc, il n'y a aucune capacité d'anticipation, aucune planification, il n'y a pas d'objectif réel fixé. Et la seule chose qui est pilotée, c'est qu'ensuite, au plan local, c'est le préfet qui fait face aux problèmes en fonction de ce qui se passe. Bon, on voit qu'aujourd'hui, ce mode de fonctionnement ne peut plus marcher. Et donc, si vous voulez, le paradoxe, et je finirai par là, c'est que en France, le général de Gaulle n'était pas un militaire pour rien, c'est-à-dire qu'il a imaginé la Ve République en fonction des 3 bons niveaux. C'est-à-dire que le niveau stratégique, normalement, est à l'Élysée, le niveau opératif à Matignon et le niveau tactique dans les ministères. Le seul problème, c'est qu'avec la dérive du régime, aujourd'hui, le tactique est remonté, enfin, il n'y a plus d'opératif à Matignon et le tactique est remonté à l'Élysée. Donc, en réalité, il n'y a plus de fonction stratégique. On l'a vu pendant la crise du Covid. On a un autre exemple avec ce qui vient d'être annoncé avec le plan France 2030, où vous voyez qu'on a 30 milliards qui sont déversés, mais qui en réalité ne traitent pas le problème fondamental, parce que réinvestir sans avoir traité le problème de compétitivité, c'est arroser le sable, et qu'on nous a annoncé 30 milliards sur 15 secteurs, donc du saupoudrage, et surtout, il n'y a pas de pilotage, il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas eu de cartographie des entreprises ou des compétences qu'il fallait pour réaliser tout ça. Et donc, on n'a tiré aucune leçon en réalité de l'échec des plans précédents. Donc, vous voyez, si vous regardez 3 exemples très très différents, pourquoi est-ce que le Sahel va se terminer par des engagements qui sera peu glorieux? Pourquoi est-ce que on est passé largement, en tout cas
à côté de la première phase dans la crise Covid. Pourquoi est-ce que les plans d'investissement pilotés par l'État, lancés par l'État et tout, on trouve toujours, si vous voulez, cette même structure. Et donc, je vous laisserai avec, pour le coup, un stratège qui était un vrai stratège, qui a réussi à retourner la situation de la France durant la Première Guerre mondiale au pire moment, c'est-à-dire en 1917. C'était Clémenceau, et il avait cette belle formule: il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. Et ben, la stratégie, en réalité, au bout du bout, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il faut avoir le courage de penser avant d'agir. Donc, penser l'environnement et penser à ce qu'on veut réaliser. Ensuite, il faut avoir le courage de le dire et de l'expliquer. Et puis ensuite, il faut le faire, c'est-à-dire se préoccuper de l'exécution et non pas seulement des grands discours ou des visions superbes, mais qui restent dans la pesanteur. Merci beaucoup. Merci. Attendez, hop. Je remercie Nicolas pour ça. Et ce que je propose maintenant, c'est qu'on rentre dans la phase de questions-réponses. Il y a plein de choses qui pourraient faire écho avec ce que tu as dit, avec les défis du siècle que tu avais cité: adaptation à l'ère numérique, basculement vers un capitalisme durable, modèle de société, endiguement de la violence. Tu as couvert tout ça. Merci beaucoup. Et Farid, je te propose de lancer le bal des questions, Gabriel, et ensuite on vous demande de peut-être de lever, de poser vos questions à l'oral, et puis à défaut, on reprendra dans le chat. Oui, Emmanuel, tu m'entends? On m'entend ou pas? Oui, parfait. Oui. Donc, alors pour commencer, donc merci beaucoup pour cette vraiment très brillante analyse. C'était vraiment extrêmement intéressant. Et finalement, je voudrais vous demander, donc la stratégie à la fois art et science, la stratégie reste quand même malgré tout très très peu enseignée en dehors du monde militaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en fait, que le vrai problème ne serait pas de changer ça et de construire les stratèges de demain? Alors, vous avez parfaitement raison. C'est vrai que les militaires, par exemple, sont à peu près les seuls à faire des rétex. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même étonnant de voir que en France, bon, c'est pas le premier plan d'investissement que l'État formule, mais il n'y a jamais eu d'analyse des plans précédents pour voir ce qui avait marché ou ce qui avait moins marché. Et on s'aperçoit que dans les entreprises aussi, elles ont été beaucoup aspirées par ce court-termisme, avec le poids des marchés, le capitalisme actionnarial, et puis également avec une fonction financière qui a pris le pas un peu partout chez les stratèges. Un des grands paradoxes, me semble-t-il, de cette sortie de Covid, c'est que dans les entreprises aussi, il y a des changements de dirigeants, mais c'est souvent des directeurs financiers et très peu souvent des stratèges qui prennent le pas. Donc, on voit néanmoins que, en tout cas dans les entreprises, elles embauchent de plus en plus d'anciens militaires et à haut niveau, parce que on a aujourd'hui la conscience de ce déficit stratégique et de la nécessité de le combler. Mais je suis absolument d'accord avec vous. Donc, il y a une énorme erreur, c'est de penser que la stratégie doit être un monopole des militaires. La stratégie doit être, dans le monde d'incertitude, de choc et de risque que nous vivons, d'une certaine manière, c'est un problème qui se pose aux individus, qui se pose aux entreprises, qui se pose au gouvernement. Et donc, bien sûr, il y a absolument besoin d'enseigner aujourd'hui la stratégie et de bien montrer que voilà, qu'on en a besoin dans tous les milieux, qu'on travaille dans l'administration civile, qu'on travaille dans l'entreprise, qu'on travaille dans une association humanitaire. De toute manière, tout le monde doit essayer de comprendre son environnement, de mesurer les risques et de les gérer et de ne pas les subir. Parce que c'est ça, la stratégie, elle se résume à une chose extrêmement simple. La stratégie, c'est la capacité à agir au lieu de subir. Juste, je me permets une toute petite remarque sur les rétex, en tant que joueur de Go, l'analyse, la base de la formation d'un joueur de Go, c'est le rétex.
à la fin de chaque partie, nous faisons un débriefing de la partie. Voilà, juste petite remarque. Oui, mais d'ailleurs, ça ne m'étonne pas parce que c'est le jeu stratégique par excellence, d'une certaine manière. Donc, c'est très logique. D'accord. En tout cas, merci Nicolas. On retient ta réponse que finalement, ça justifie les efforts et le soutien que nous apporte Dauphine à cette formation qu'on souhaite effectivement large et qui mêle une expertise civile et militaire et de passer. Gabriel, justement, tu vas évoquer le côté, la spécialité leader et leadership. Est-ce que je te laisse la main? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Alors déjà, Nicolas, merci beaucoup. C'était absolument passionnant. J'ai beaucoup apprécié notamment l'importance du courage, la vertu cardinale que vous mettiez en avant, qui pour moi est un élément clé dans le leader et le leadership. Alors justement, je souhaiterais amener le débat sur l'incarnation de la notion de stratégie, à savoir le leader. Donc au début du XXIe siècle émerge un nouveau paradigme en sciences de gestion, dans lequel j'inscris moi mes propres recherches, qui établit une différence fondamentale entre un leader, donc le capital humain, et le leadership, capital social. Donc appliqué à la notion de stratégie, cette distinction cadence le temps de la conception de la stratégie leader, élaborant par un acte intellectuel sa vision, et celui de la mise en œuvre opérationnelle et collective, le leadership, processus qui communique cette vision pour y engager des followers, transformant ainsi l'acte intellectuel initial en acte organisationnel. En résumé, le leader, c'est les idées, le leadership, ce sont les personnes. Alors, à votre avis, cher Nicolas, quel est le principal problème que rencontre aujourd'hui l'Occident? Un problème de leader, et donc de vision et de stratégie, et ou un problème de leadership, et donc de manque d'adhésion? Je crois qu'on a les deux, malheureusement. C'est-à-dire que le fonctionnement de la politique aujourd'hui fait que la dimension du projet est très peu présente. On en a un triste exemple avec le début de cette campagne présidentielle française, où quand on regarde la gravité des problèmes du pays et ce vers quoi le débat s'oriente, c'est vrai qu'on a un énorme fossé. Mais nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à ce problème. Et c'est vrai que l'espace qui a été ouvert au populisme, par ailleurs, crée un énorme problème, puisque le populisme repose sur le mensonge et la manipulation. On le voit très bien, par exemple, avec le Brexit, qui est un peu un cas d'école sur d'abord, ce qui n'a pas été discuté. Par exemple, le problème de l'Irlande du Nord, qui est central, n'a jamais été abordé. Et puis, les promesses ou les chiffres qui étaient donnés n'ont rien à voir avec la réalité. Mais la deuxième dimension, elle est souvent sous-estimée, et je crois qu'elle est vraiment apparue pleinement avec la crise Covid, parce que ce qui a permis aux démocraties asiatiques ou à l'Europe du Nord de mieux réagir pendant la première phase, c'est vraiment d'avoir des populations une nation beaucoup plus cohérente et la confiance de la population. Et même quand on regarde aujourd'hui la différence entre l'Allemagne et la France, en termes de confiance de la population, grosso modo, on avait plus de 65% des Allemands qui faisaient confiance à Madame Merkel, même si elle a commis elle aussi des erreurs. En France, on sait que la confiance dans les dirigeants est autour de 30%, ce qui est extrêmement faible, et on en paye le prix, y compris pour des problèmes de vaccination. Donc, en Occident, nous avons les deux problèmes, sachant que pour la cohésion, il y a cette dynamique de la polarisation qui est redoutable et qui est amplifiée par les réseaux sociaux et les fake news. Donc nous avons aujourd'hui les deux difficultés. D'accord. Alors, ce que je propose maintenant, c'est qu'on laisse la parole avant pour faire la transition, Nicolas. Est-ce que, peut-être avant que je reprenne le fil du chat avec Edwige qui va nous aider, est-ce que il n'y a peut-être pas une confusion dans laquelle nous, on est rentré quand on parle, par exemple, d'un terme qui est impropre, la stratégie politique. La stratégie, si on refère au temps des Grecs, tu as cité Périclès, toute cette époque-là, mais est-ce que finalement,
il ne faut pas revenir à former des stratèges. Les stratèges sont sous la coupe des politiques et la confusion vient du fait que quand le politique se fait stratège, il y a une incapacité à gérer le long terme qui est le fondamental de la stratégie. Est-ce que finalement, on n'a pas à réécrire, à sortir d'une forme de confusion sur beaucoup de termes dans lesquels nous sommes rentrés? Ce qui est compliqué, c'est que la politique dans les démocraties, c'est vrai que c'est un métier infernal parce qu'on demande aux dirigeants politiques des démocraties d'être à la fois des stratèges et des visionnaires, notamment dans les périodes de crise, et puis d'être aussi des tacticiens du combat électoral, parfois au ras du caniveau. Donc, avoir les deux qualités, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Mais la démocratie, c'est par définition un régime qui est fondé normalement sur deux choses, la séparation des pouvoirs et les contre-pouvoirs, et puis un régime qui fondamentalement doit obéir à la rationalité. Donc, ce qui est vrai, c'est que quand on a vu, par exemple, des responsables politiques vouloir prendre la responsabilité tactique d'opérations militaires, il y a un exemple célèbre qui est le raid désastreux des Américains pour essayer de libérer les otages de l'université de Téhéran, avec Carter donnant les ordres aux pilotes d'hélicoptères. Bon, ça, on sait que ça s'achève en désastre. Donc, on doit bien avoir. Il faut qu'il y ait une stratégie pour un pays, il faut qu'il y ait une stratégie politique, mais ensuite, la séparation, le jeu des contre-pouvoirs doit fonctionner. Ce qui est important, c'est que, et ce qui manque beaucoup en France, c'est que, par ailleurs, ensuite, il faut éviter les silos. Et c'est vrai que généralement, en France, on a beaucoup de mal, mais dans les autres pays aussi, hein, les États-Unis, on l'a vu avec leurs 17 agences de renseignement, chacune fonctionne dans son monde. Il faut coordonner, par exemple, typiquement au Sahel, on n'a jamais réussi à le faire, la coordination du diplomatique, du militaire, de l'économique, et puis du social, avec l'idée d'aider la société malienne à se stabiliser. Ça, on n'a jamais réussi à le faire. Et donc, c'est vraiment donc oui, il faut de la stratégie, y compris au niveau politique, mais le politique ne peut et ne doit pas tout faire. En revanche, il faut qu'il s'intéresse à la stratégie n'est rien tant qu'on ne s'est pas intéressé à la possibilité et les conditions de son application effective, sa déclinaison opérationnelle. Ça, c'est l'autre travers français, c'est qu'une fois qu'on a fait l'annonce, on pense que les choses sont faites. Et une fois qu'on a fait l'annonce, on n'a pas fait grand-chose en réalité. Alors, à cet égard, comme je ne vois pas de questions levées, je propose de sélectionner juste des questions par rapport à l'objectif de cette conférence. Et première question de François Labosse sur la question du changement climatique. C'est-à-dire, dans le contexte aujourd'hui, comment on a vraiment un problème d'adaptation, quel type de stratégie, justement, dans un monde parfait, faudrait-il faire? Comment faudrait-il procéder pour être dans une logique stratégique du point de vue qui est le nôtre occidentaux? Alors, je dirais deux choses. D'abord, je vais répondre à la question, je ne vais pas me dérober, mais exemple d'erreur stratégique complète, la politique européenne de l'énergie. Puisque finalement, l'énergie, on doit viser trois choses. Une énergie abondante et à coût raisonnable pour être normalement compétitif. Deuxièmement, une énergie qui soit décarbonée pour le réchauffement climatique. Troisièmement, une énergie où on ne soit pas trop dépendant de l'étranger. Donc on a réussi à fabriquer un système où on dépend entièrement des prix du gaz qui sont totalement volatiles. Et on a vu que ça a été multiplié
par 6 et ça va aller encore au-delà aujourd'hui. Donc des coûts qui deviennent dirimants pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Ensuite, avec la sortie de l'Allemagne du nucléaire et le charbon, en fait, on a arrêté la décarbonation et on a en Allemagne un taux de carbone par mégawattheure qui est le rapport de 1 à 6 ou 7 avec ce qu'il est en France. Et puis pour faire bonne mesure, on s'est mis dans la main de Poutine avec son gazoduc et c'est lui qui rajoute un peu de tension en organisant la pénurie. Donc vous voyez, on voit ce que ça coûte que l'absence de stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de stratégie? Le réchauffement climatique, je pense que d'abord, il faut être très clair. On ne peut pas tout faire à la fois. Donc, la biodiversité, c'est bien, mais le truc qui nous tue, c'est le carbone. Donc, la première chose, c'est d'être clair dans les priorités. Il y a une priorité qui domine toutes les autres, c'est la décarbonation. Une fois qu'on sait ça, les choses sont assez simples, parce que la décarbonation, ça veut dire que par exemple, abandonner le nucléaire pour aller remettre du charbon et même du gaz, c'est un truc qui est complètement aberrant. Donc c'est la chose qu'il ne faut pas faire. On peut abandonner le nucléaire pour faire du renouvelable, mais aller vers le charbon ou le gaz, ça c'est quelque chose d'absolument impossible. Donc une fois que vous avez cette clé de la décarbonation, ça devient assez simple. Ensuite, ça vous livre l'outil principal qui est le prix du carbone. Le prix du carbone, l'intérêt, c'est que c'est une arme absolue parce qu'elle touche tous les comportements de l'économie. Elle touche les consommateurs, elle touche les producteurs, elle touche les investisseurs, elle touche les pouvoirs publics. Donc, une fois que vous avez le prix du carbone, c'est votre arme. Donc, ça n'empêche pas de faire un peu de réglementation et de fiscalité, mais c'est deux instruments qui sont seconds. Alors, il y a deux conditions pour que ce soit acceptable. La première, c'est qu'il faut que vous lissiez ce prix et qu'il puisse être prévisible pour tous les acteurs, consommateurs et producteurs. Donc là encore, ne pas avoir l'explosion du prix du carbone qu'on a en ce moment parce que le prix n'est pas lissé. Et deuxièmement, pour que ce soit acceptable socialement, il faut redistribuer la majeure partie de ce qui est des recettes qui sont générées par ce prix du carbone. Et il faut un ajustement aux frontières pour garantir la compétitivité face aux autres régions. Donc, sur le climatique, voilà pourquoi c'est aberrant d'exclure le nucléaire de la solution, parce que c'est impossible, d'abord, et surtout parce que comme c'est une énergie pilotable, contrairement aux renouvelables, c'est la seule manière pour avoir de la base pilotable, compatible avec les renouvelables. En réalité, il n'y a que le nucléaire. L'hydroélectricité permet de le faire aussi un peu, mais ça dépend de la dotation des différents pays. Donc, c'est plus facile à faire en Europe du Nord qu'en Europe du Sud. Alors, Nicolas, pour poursuivre sur le côté énergie, justement, et pour faire le lien, parce que je vois dans le chat des choses qui me démontrent qu'il y a toujours qui démontrent une confusion qui nous tient à cœur à Gabriel et à Farid et à moi, c'est l'idée qu'il y a une confusion entre les choix politiques, que les politiques et une stratégie, c'est une chose, mais la stratégie dont on parle, c'est la stratégie d'une société, d'un groupe humain, d'une démocratie, d'un pays. Et quand on dit, par exemple, M. De Santos dit qu'effectivement empêche toute stratégie, le militaire que je suis, qui a travaillé des questions stratégiques, quelles que soient les contraintes qu'on a, on doit être capable de faire une stratégie et tout. Et je pense que, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais est-ce que finalement l'art de la stratégie, c'est aussi pas de créer, comme disait, de la liberté d'action, de créer des opportunités et de trouver dans un monde qui est compliqué avec toutes ces contraintes, une marge de manœuvre et qui nous oblige à réfléchir à court, à moyen et long terme. Et est-ce que finalement, à la remarque de M. De Santos sur la question que tu vois peut-être dans le chat, l'absence d'alignement entre les deux empêche en réalité de stratégie, on peut faire des stratégies, et tu l'as évoqué sur le climat. Donc je parle là juste,
Je demandais juste d'insister sur la méthode parce que c'est vraiment notre fil directeur. C'est que je pense qu'on doit, et que ça a été dit dans plusieurs remarques, on doit former à une vision de la stratégie qui est au service d'une orientation politique. Et le stratège, son rôle, c'est de proposer des options. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu vois la même chose que moi? Moi, j'ai ma vision de militaire qui est au service du politique. Notre rôle à nous, les stratèges, c'est de proposer des options et aux politiques de choisir. Mais ce n'est pas aux politiques de tout accaparer la réflexion stratégique et résultat, on ne fait pas de stratégie. Je me fais comprendre? Alors, premièrement, il faut être clair, si les démocraties renoncent à la stratégie, elles renoncent à la survie. Parce que on peut penser ce qu'on veut de la Chine de Xi, mais la Chine de Xi, ça c'est sûr qu'eux, ils ont une stratégie. Alors avec des moyens qui sont détestables, mais là pour le coup, chez eux, il y a de la capacité d'exécution. Il n'y a qu'à voir la manière dont ils ont géré les confinements et dont ils ont mis en place un Big Brother numérique. Et ce qui est clair, c'est qu'ils ont la capacité à poser un certain nombre de problèmes. Alors les solutions sont détestables, je ne vais pas les défendre, mais en revanche, poser la question du rôle néfaste des réseaux sociaux sur les jeunes, poser la question de l'addiction à la dette et des effets que ça a, très franchement, il y a un certain nombre des questions que pose Xi Jinping et qu'on ferait bien de se poser. Donc, il faut être clair, si les démocraties ne retrouvent pas de la capacité stratégique, elles vont être en très grand danger. Là où je crois que c'est possible, c'est que ce qu'on a rappelé, c'est que, enfin, deux choses. D'abord, quand on regarde vers le passé, ça a existé, et quand on regarde vers le présent, à Taïwan ou ailleurs, on a eu des gens qui ont quand même montré qu'ils étaient capables c'était d'une certaine manière les plus exposés, mais qu'ils étaient capables de gérer des risques de manière extrêmement efficace et en respectant le cadre de l'état de droit. Parce que l'état de droit a été beaucoup mieux respecté à Taïwan ou en Nouvelle-Zélande qu'en France. Il n'y a pas eu d'arrêt des juridictions, il n'y a pas eu d'état d'urgence. Les systèmes numériques qui ont été mis en place sont parfaitement respectueux des libertés individuelles. Et donc, ça montre que c'est possible. Mais ça suppose effectivement de faire l'effort de se reposer les questions. Donc là, on est bien d'accord, hein, là où en France, la relation du politique et militaire reste biaisée par De Gaulle, parce qu'on a eu une situation extrêmement curieuse où il se trouve que le chef de l'État, c'était le plus intelligent des militaires, et que à partir de là, en tout cas pour le militaire, De Gaulle, avec en plus l'extermination de l'armée coloniale, donc De Gaulle a mis en place un système où le militaire, avec la conversion à la dissuasion à l'époque, où finalement les militaires n'ont quasiment plus... De Gaulle ne souhaitait pas que les militaires, en dehors de ceux qui étaient théoristes, qui pensaient, c'est-à-dire Aigret, Beaufret et les autres, mais les militaires finalement ont eu une quasi-interdiction de réfléchir. Bon, ça, c'est pas évidemment pas tenable. Donc, comme je le disais aujourd'hui, il faut repartir du monde dans lequel on vit. C'est un monde de choc, de risque, donc de la stratégie, tout le monde doit en faire. Parce que pour la raison que je disais, c'est sinon, on est le fœtus sur la mer, agité au fur et à mesure des chocs et des crises. Donc, si on veut construire des vies, des entreprises qui se développent, des services publics capables de délivrer un service efficace et à coût raisonnable, donc qu'on veuille faire de la défense, de la sécurité intérieure, de l'éducation, de la santé, de toute manière, tout le monde doit faire de la stratégie. Alors, ça n'empêche pas que dans notre système, le chef de l'État est le garant de la nation, donc il doit avoir une vision sur le pays, mais ce n'est pas le président de la République qui doit faire la stratégie industrielle, la stratégie de recherche,
la stratégie éducative. Et comme il le fait, si vous voulez, comme c'est le même homme qui décide du nombre de loups qu'on va abattre, du nombre de vaccins qu'on va injecter et du nombre de voitures qu'on va fabriquer en 2030, bah, évidemment, ça ne marche pas. D'accord. Donc, il y a vraiment, comme tu l'as évoqué par rapport à l'Algérie, à toute l'histoire aussi, et pour avoir été effectivement dans le milieu, je pense qu'on est très marqué par un déterminant culturel. Tout pays a sa culture stratégique. Et à cet égard, qu'est-ce que tu penses de l'idée de créer une discipline, parce que c'est une discipline multidisciplinaire par essence. Et aujourd'hui, dans le monde académique, elle n'est pas reconnue comme telle. Or, pourtant, c'est une discipline qui permet de fédérer toutes les actions, qui permet, et ça a été c'est dans le fil des questions, c'est d'avoir une gestion des contradictions. En fait, l'école de la stratégie, c'est une école de la cohérence. C'est de tracer un cap pour avoir le plus de cohérence possible. Et on est convaincu avec tous ceux, c'est pour ça qu'on s'est rassemblés avec Gabriel et avec Farid, c'est que on peut tracer des voies de composer avec ça pour avoir un cap et d'être le plus cohérent possible, quelles que soient les choses. Et est-ce qu'il ne faudrait pas la valoriser en tant que discipline académique, en tant que telle, une discipline avec une culture française que tu as évoquée, qui est l'héritage dans lequel on est, le fait que la dissuasion, la stratégie est montée plus haut au niveau politique, alors qu'en fait, la stratégie, c'est une question de démocratie, ça doit être enseigné à tout le monde, parce que c'est notre destin d'ailleurs qui est en jeu, quoi. Alors, je rejoins ce qui a été dit. Je prendrais un contre-exemple qui est assez rigolo, c'est Madame Merkel. Madame Merkel, par certains côtés, c'est théoriquement l'inverse d'un stratège. C'est une fille de pasteur. Elle déteste le cynisme, elle déteste le mensonge. Elle a vu de près ce qu'était le système soviétique. Bon, il n'empêche que face au Covid, elle a fait un Corona Cabinet où on avait d'abord les gens de la santé, mais on avait aussi les entreprises, on avait les lenders, et donc au total, elle a beaucoup mieux géré cette crise. Et ils ont commencé à faire monter en puissance les lits de réanimation dès janvier. Ils en avaient déjà plus, mais ils les ont doublés quasiment dès le mois de janvier 2020. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour le coup, Madame Merkel, l'armée, c'est vraiment pas son truc. À chaque fois, quand elle a dû réinvestir sous la pression des États-Unis, mais elle l'a fait avec pas mal de réticence et d'ailleurs avec aucune efficacité, alors que généralement ce qu'elle fait est plutôt efficace. Mais elle a très bien géré sur le plan stratégique avec à la fois de bonnes décisions parce qu'elles étaient préparées et puis pour le coup des décisions qui étaient beaucoup mieux appliquées que chez nous. Donc c'est bien là. Et là, par ailleurs, la culture stratégique allemande aujourd'hui, elle est évidemment différente de ce qu'elle était dans l'entre-deux-guerres ou au début du XXe siècle. Donc c'est la marque aussi qu'on peut avoir des évolutions dans certains pays. Donc je crois que de fait, aujourd'hui en France, de même, si vous voulez, qu'Alain Boer a créé la criminologie. Au départ, tout le monde s'est moqué de lui. Et puis, compte tenu de la montée de la délinquance et des problèmes de terrorisme, on s'est aperçu qu'avoir des gens qui réfléchissaient à l'hybridation de la délinquance et du terrorisme, ben, c'était quand même assez utile quand on est confronté à du terrorisme de proximité. Je pense qu'il y a un tel déficit de stratégie et il y a une demande par ailleurs, parce que on voit très bien que dans les entreprises, dans toutes les entreprises, en tout cas les mieux gérées, la fonction stratégique est très importante. Je vous donne un exemple. Vous voyez, on a parlé d'énergie de décarbonation tout à l'heure. Bon, ce qui est intéressant, c'est que sur le prix du carbone, par exemple, quand on prend une société comme Total Énergie, Total a un plan stratégique avec un prix du carbone et qui monte très fortement. Et en 2030, le prix du carbone, de la tonne de carbone pour Total, c'est 120 €. Et c'est là-dessus qu'ils se fondent. Quand on regarde aujourd'hui dans la finance, de plus en plus, les family office, c'est intéressant parce que c'est des gens qui ont
le temps long parce que c'est des familles. Mais la plupart des family office maintenant intègrent dans leur stratégie d'investissement le problème de la décarbonation et font des analyses de leur portefeuille en termes de carbone et sortent des secteurs qui sont trop vulnérables à la montée des prix du carbone. Donc, il y a une énorme demande et je pense que si vous voulez, la norme qui a été mondialisation dérégulée et capitalisme actionnarial dirigé par la finance et très court-termiste, ça de toute manière c'est derrière nous. Ça s'est terminé en 2008. Le canard a continué, canard sans tête a continué à marcher un peu jusqu'à l'épidémie, mais ça c'est terminé. Donc tout le monde va devoir, y compris pour les entreprises, pour répondre aux questions des investisseurs. Alors, on arrive vers la fin. Je vais juste noter quelques mots sur lesquels tu feras peut-être écho, Nicolas. Il y a des choses intéressantes qui ont été dites sur la notion de spécialiste, effectivement, sur des choses compliquées. Et le travail du stratège, c'est d'être... c'est un travail de spécialiste, mais c'est un travail qui décloisonne par définition, donc peut-être la nécessité encore de former, de mêler l'expertise. Il y a une notion qui est arrivée aussi, qui est la notion de bien commun, et tu l'as évoqué. Je crois que c'était intéressant de noter que faire apparaître le bien commun, et c'est le but des stratégies, à mon avis, c'est ça qui est intéressant, et quelque chose qu'on soutient et que je souscris à 200%, c'est la notion de système. Et il y a la notion, c'est pour ça qu'on parle en stratégie militaire d'état final recherché ou d'état recherché à terme, la notion d'un changement d'état et d'un changement de système. Je crois que le but d'une stratégie, c'est de changer l'équation et que le faire après avoir déployé une stratégie, les choses ne soient pas pareilles. Et je pense que ça, de ce côté-là, il y a vraiment un déficit dans l'approche systémique, et je rejoins les commentaires qui ont été faits, qui sont des questions. Je me permets d'être un peu synthétique pour laisser, puis je laisserai la parole à Edwige pour une dernière question. Et puis, il y a une notion qui est intéressante, qui a été mise en avant par Louis Matzek, c'est la notion de marge de manœuvre, c'est-à-dire la notion quelle est notre marge. Et encore une fois, je pense que tu cautionneras que le but de la stratégie, c'est d'offrir une vision d'ensemble et d'apprécier la liberté d'action qu'on a ou pas et de la trouver, quelles que soient les conditions. Je crois qu'un des grands stratèges qui était Beaufre a écrit un livre là-dessus, la stratégie d'action, et qui en fait son cheval de bataille. Avec Farid, on l'appelle l'ouverture des possibles, la liberté d'action. On trouve ça dans le jeu de Go et en Asie. Et aujourd'hui, finalement, c'est une confrontation. Est-ce que tu ne penses pas que c'est finalement une confrontation, justement, dans tout ce que tu as évoqué, dans cette ouverture des possibles, qu'il faut savoir se créer pour être, encore une fois, plus maître de notre destin et ne pas subir, puisque c'était Foch qui disait ça dans les années 1917. Alors, bien sûr, il y a la dimension de la compréhension d'abord de l'environnement, et c'est vrai qu'il y a la dimension des marges de liberté. Quand on prend par exemple von Manstein, c'est quand même frappant. Normalement, il est bloqué par la ligne Maginot, sauf que comme il est bloqué par la ligne Maginot, contrairement à tous les autres, il dit moi je vais passer par l'endroit où soi-disant on ne peut pas passer, c'est-à-dire la forêt des Ardennes. Et il gagne la guerre là-dessus. Et il a refait le coup à Sébastopol, comme vous savez, ou dans la presqu'île de Sébastopol, normalement, il est passé par l'endroit que tout le monde affirmait infranchissable. Donc, c'est vrai que alors ça, c'est appliqué à l'art militaire. C'est la même chose sur les entreprises. Regardez ce qu'a fait Musk. C'est quand même, entre Tesla, la voiture, surtout sur l'espace, c'est quand même très intéressant. Il est arrivé il y a quelques années en disant moi je vais faire des fusées réutilisables. Tout le monde lui a ri au nez, et alors en Europe encore plus, sauf qu'aujourd'hui les fusées réutilisables elles marchent, et que le problème de l'Europe c'est qu'elle n'en a pas, et qu'on essaie de combler le retard. Donc il y a toujours la disruption. Là encore, le dernier exemple, l'ARN messager,
c'est un enfant de Pasteur, sauf que Pasteur a sorti tous les gens qui travaillaient là-dessus parce qu'ils n'y croyaient pas, et que finalement, c'est 2 chercheurs turcs-allemands qui travaillaient à l'origine plutôt sur le cancer et qui ont eu l'idée de l'appliquer à la Covid et qui ont fait la percée. Et d'ailleurs, comme vous l'avez vu, on va revenir sur l'ARN maintenant, sur les vaccins contre le cancer, et il est très probable qu'on va avoir des perspectives spectaculaires. Donc, si vous voulez, c'est des exemples très divers, mais c'est ça, effectivement, c'est se créer les marges de manœuvre. Et juste un dernier mot très juste sur il n'y a pas de stratégie, parce que une stratégie où on ne se pose pas le problème de l'exécution est une stratégie qui est vide de sens. Et dans l'exécution, évidemment, il y a la dimension du partage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie sans pédagogie. On peut avoir le meilleur plan si on n'est pas capable de l'expliquer, de le faire partager. Il est toujours exécuté par des gens. Donc, il y a la pédagogie derrière, le partage et la capacité à mobiliser et à coordonner l'énergie pour obtenir le résultat souhaité. Excellent. Et puis, il y a juste peut-être qu'il y a plein de questions passionnantes là, dans les commentaires qui montrent qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles on pourrait faire, vu notre point de vue, pour ceux qui ont un peu étudié la stratégie, qui prennent du recul, le point d'éducation, de confusion. Mais effectivement, il y a entre l'idée qu'on se fait des choses, et c'était Chateaubriand qui disait « tout arrive par les idées, les faits ne leur sortent que l'enveloppe », mais les faits, la stratégie, c'est traduire une intention, une idée en réalité. Je pense que, en tout cas, moi, de mon point de vue, de tout ce que tu évoques là, il y a quand même le fondement que la stratégie est une matière qui contribue à la démocratie, qui est démocratique par essence, qui doit être enseignée. C'est un enjeu pour nos démocraties que de l'enseigner, parce que c'est ce qui met plus de clarté dans nos intentions et nous permet d'être plus cohérents. Et moi, j'ai envie comme tu as un peu de temps, j'ai envie de laisser la parole à Edwige, qui peut-être pourra laisser pour finir, et en vous remerciant tous. C'est passionnant, on n'a pas pu faire écho à tout, mais nous avons tout noté et je pense que le chantier s'annonce immense et passionnant. Et, un dernier mot, mais très rapide, pour dire que c'est absolument vrai, c'est-à-dire la démocratie, fondamentalement, c'est permettre aux individus et aux nations d'être maîtres de leur destin. Et on ne peut pas être maître de son destin sans stratégie. Parce que si on n'a pas de stratégie, en fait, c'est l'événement qui s'impose à vous. Ouais, et ça ne doit pas être le monopole de démocrature ou d'autres pays qui, quand on est dans le métier, déroulent des stratégies, on les voit clairement en face, et effectivement, et le défi, c'est tout à fait possible. Edwige, peut-être une dernière évocation de Raymond Aron comme oui, absolument. Merci en tout cas pour cette brillante intervention. Vous avez aussi conforté un certain nombre de nos convictions, et ce qui a fait naître au sein de notre équipe le souhait de lancer un programme dédié à la formation sur ces temps de réflexion stratégique notamment. Et c'est vrai qu'on avait envie de vous poser la question de savoir, en référence à vos précédents travaux, que dirait Raymond Aron aujourd'hui sur ce besoin qui nous semble apparaître crucial de se former différemment sur ces questions stratégiques. Il ne faut jamais faire parler a fortiori des grands esprits quand ils sont... en tout cas, Aron aurait sûrement un sens aigu. Il avait connu les années 30, il a été traumatisé évidemment par le désastre de 40. Il commandait un poste météo justement dans les Ardennes. Donc il était en plein sur la percée des chars de von Rundstedt. Il a réussi à replier ces gens, et lui, comme vous savez, ça fait un peu écho à la disparition du dernier compagnon de la Libération. Lui aussi, il est parti en juin 40 pour rejoindre le général de Gaulle. Donc, il savait ce que c'était que l'effondrement militaire et politique d'une démocratie. J'ajoute que il a été donc révoqué de l'université par le statut des Juifs, et que ses livres ont été brûlés parce qu'ils figuraient sur la liste auto. Donc, une fois qu'on a vécu ça, et comme il avait vécu avant
l'Allemagne entre 1930 et 1933, je pense que c'était un homme qui pouvait mesurer à la fois la fragilité de la démocratie et le poids des risques. Ce qui est intéressant avec Aron, comme avec d'ailleurs tous les grands penseurs de la liberté, c'est qu'il explique bien que, en fait, on ne naît pas citoyen d'une démocratie, on le devient. Il y a une éducation à la liberté et à la responsabilité. C'est pour ça que, d'ailleurs, vous avez cette asymétrie que nous connaissons tous, c'est-à-dire que pour créer une démocratie à peu près stable, il faut des décennies, voire des siècles. On l'a vu avec la sortie du communisme. Il suffit de voir la Hongrie aujourd'hui pour voir à quel point c'est fragile. À l'inverse, le mouvement de retour, il va très très vite. Comment est-ce qu'on convertit une démocratie en un régime autoritaire, voire un régime totalitaire? Pour le coup, l'Allemagne de 1933, elle vous montre qu'il suffit de quelques semaines. Et puis avant, il y avait eu Mussolini en Italie. Donc, je crois que c'est ça ça c'est vrai que c'est cette connaissance du fait que la liberté elle-même est une éducation. Ensuite, c'est ce par quoi terminent les mémoires d'Aron, et je trouve que c'est le facteur d'espoir, c'est que ce qu'il dit aussi, puisqu'il est mort en 83, donc pendant la crise des euromissiles, la dernière grande crise de la guerre froide, et avant l'effondrement de l'Union soviétique. Et il avait bien conscience de la pression que mettait l'Union soviétique sur l'Europe. En même temps, dans les dernières pages des mémoires, il explique bien qu'il n'a pas du tout perdu l'espoir et qu'il garde confiance que les démocraties sont fragiles, mais qu'elles ont des ressources formidables. Et que tant qu'elles ont la confiance de leurs citoyens et que leurs citoyens ne désespèrent pas de la liberté, elles ont la capacité à se tirer, y compris de très grandes difficultés, et à renverser des donnes qu'on croirait pratiquement désespérées. Regardez la résistance de l'Angleterre de Churchill. Normalement, il n'y a aucune chance que ça marche. Hitler a tout gagné, il reste un dernier pays, il n'y a plus d'alliés, et pourtant l'Angleterre a tenu, et c'est à partir de cet acte de résistance qu'on pouvait juger désespéré que les choses se sont retournées. Donc c'est ce message que je voudrais garder, c'est-à-dire oui, aujourd'hui les démocraties sont en très grand danger, mais elles gardent des ressources, et en fait ce qui les empêche de les utiliser, c'est justement le déficit de stratégie. Et la France en est un cas emblématique, puisque c'est un pays qui regorge d'atouts. Elle a encore des cerveaux, des entrepreneurs, des pôles d'excellence, des infrastructures, une défense, une diplomatie, un patrimoine, un mode de vie exceptionnel. Mais avec tout ça, elle produit des performances lamentables parce que il n'y a pas eu de stratégie de repositionnement du pays dans le XXIe siècle, et qu'on est passé à côté de la mondialisation, à côté du capitalisme actionnarial, à côté de la nouvelle Europe, de sa réunification et du passage à l'euro qui faisait qu'on ne pouvait plus faire d'inflation et de dévaluation. Donc on a bien incompréhension du nouveau monde et incapacité à élaborer des réponses et à les faire partager par la population. Donc c'est de ce cycle-là qu'il faut essayer de sortir, et on n'en sort toujours que par les citoyens. Eh ben, en tout cas, Edwige, en tout cas, je ne sais pas si on a le temps de faire un tour au Gabriel, si vous voulez, Farid, dire un mot, mais j'avais envie juste de dire que, pour citer Bergson, la stratégie, c'est ce qui permet de penser en homme d'action et d'agir en homme de pensée. Et merci Nicolas de nous avoir encouragés, la barre est haute. Mais je vois en mêlant les commentaires et tout ça que le défi est de taille. Je remercie Dauphine de nous avoir fait confiance parce que c'est un chantier vaste qui nous attend, et passionnant. Et on vous donne tous rendez-vous, c'est vendredi prochain, pour une réunion d'information sur le certificat qui sera à 12h le 22.
Et puis, voilà. Quand Et j'ai fait Edwige, ça, ça ne fonctionne pas. Ah oui, j'ai des si, problèmes ça, d'écran ce soir. Ça ne fonctionne pas. si, ça marche, ça marchait. Eh Ça oui, mais marchait c'est très pas la bien. diapo que je voulais. Voilà. Est-ce que là, vous Voilà. voyez le rappel? Et puis, merci beaucoup. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et puis, on verra ce qu'on fera de tout ça, si on fera un ouvrage, un travail, un article commun là-dessus. Et en tout cas, Farid, Gabriel, peut-être un mot pour conclure, parce que il y a plein de choses passionnantes et ce sujet ne peut pas être traité aussi rapidement, mais on l'a fait et j'espère qu'on a donné un avant-goût de ce que sera la stratégie idéale, et je retiens ce mot, stratégie au service de la liberté, que c'est essentiel qu'on éduque c'est une valeur républicaine et qui permet de garantir plus de transparence et qu'il faut, voilà. Et je salue aussi Sébastien Duzabo, dont je vois la présence ici, qui grâce à lui, et sans qui rien n'aurait pu se faire. Gabriel, Farid, moi, je un veux mot? bien dire un mot. Bah, déjà, merci beaucoup encore Nicolas, c'était absolument passionnant. Et moi, je rebondirais juste sur quelque chose que vous avez cité à la fin, qui est en effet très intéressant et très important, c'est en quoi le leader permet justement de trouver des marges de manœuvre. Et c'est un des éléments clés, moi, de tout ce que je travaille sur le leader. Et là, on retrouve l'élément clé qui est en fait le leader, c'est la capacité de penser l'impensable. Voilà. Merci beaucoup. Farid. Nicolas, c'est vraiment extrêmement. Oui, moi, tu m'entends, Emmanuel? C'est bon, oui, c'est bon. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et moi, j'aimerais juste faire part d'un petit point qui m'intéresse en ce moment. Je travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle et le jeu de Go, donc avec le fameux AlphaGo. Et ce qui est très intéressant quand on voit jouer AlphaGo, donc qui est une intelligence non humaine en fait, c'est qu'il a cette capacité à avoir plus de liberté d'action que nous. Il prend, comme nous disons nous, joueurs de Go, l'initiative. Il a toujours l'initiative. Et donc c'est très intéressant de voir cette intelligence non humaine qui axe toutes ses victoires sur l'initiative. Comment prendre l'initiative, comment être toujours acteur et que le concurrent, l'adversaire soit passif. Donc merci beaucoup pour ce très brillant exposé. Écoutez, merci à vous tous. Bonne suite pour les travaux. Donc, c'est vrai qu'entre le certificat et l'élaboration d'une discipline, vous n'allez pas manquer de travail pour l'année qui vient. Et j'espère que voilà, qu'on l'a lancé pour le coup tous ensemble. Et maintenant que les objectifs sont là, c'est là où je vais me comporter en bon français et je vais vous dire que c'est à vous d'exécuter. Moi, j'en suis pas capable. Bon, on va définir une stratégie. Nous l'avons définie. Non, mais il n'y a pas de problème. Edwige, merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin. Merci à tous. Oui, je suis en tout cas ravie. On aurait pu vous écouter pendant des heures sur tant la complexité mise en avant et puis voilà tout ce que vous avez développé et les échos que ça fait à différentes notions et toutes les ficelles qu'on pourrait tirer à l'issue de ces premières minutes. En tout cas, merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont pu nous écouter ce soir. On vous a remis dans le fil de discussion le lien pour nous rejoindre en réunion d'information si vous le souhaitez le 22 octobre prochain, puisqu'on a cette ambition en effet de participer à la formation des leaders et des décideurs sur ces questions de stratégie puis de mise en œuvre. On voit que le chantier est énorme, mais voilà, on espère en tout cas pouvoir y contribuer et répondre à un certain nombre de besoins. Merci pour l'animation des débats, messieurs, et puis eh bien, écoutez, ravi de vous avoir entendu et peut-être à bientôt pour de nouveaux webinars. Merci Edwige. Et puis j'ai envie de finir en citant François François Labosse que je connais, qui dit merci pour ce message d'espoir. Eh bien oui, il y a des espoirs et oui, il y a des solutions à tout. Il est hors de question de baisser les bras et de tomber dans une forme d'aquabonisme. Voilà. La stratégie, c'est l'antidote contre l'aquabonisme. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci encore.